Cette semaine, dans le balado, on tente d'élucider des magouilles et on part en cavale. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Donc, petite semaine après début de mois d'octobre très très chargé. Ouais, on est comme le calme. Entre deux vagues. Ouais. Il y a eu, c'est ça, octobre très chargé, des films d'horreur, des films familiaux, de tout. Puis là, le 25, des fois, il y a souvent un film d'horreur pour la dernière semaine avant l'Halloween. On se souvient, l'an passé, c'était Five Nights at Freddy's comme ça qui était venu cacher. Ouais. Puis c'est un film qui doit pas être trop contextualisé avec l'Halloween parce qu'il doit perdurer en novembre. Mais je pense que Smile était quand même une grosse sortie puis qu'il y a eu quand même un bon démarrage, meilleur que le premier, 29-30 millions, je pense. Il s'impose pour rester à l'affiche pendant novembre. Fait que ça va être pour ça que personne s'est placé là. Ça se peut aussi que votre cinéma en profite pour refaire des fois, là, s'ils ont beaucoup de salles ou quoi que ce soit, des diffusions de vieux films et tout. Là. Cette année, c'était quoi? Les Griffes de la nuit qui ont 40 ans. Puis le Tronçonneuse? Oui, mais ça a la Tronçonneuse, 50 ans, effectivement. Mais il n'y a pas eu, je pense, de ressortie officielle. Nightmare, je pense qu'ils ont fait un coffret 4K. Blu-ray, machin. Ouais. Là, mais Texas Chainsaw Massacre, j'ai vu c'était à Montréal en plus, qu'ils ont fait une projection avec le réalisateur, Toby Hooper, puis je pense que c'était Toronto aussi. Mais non, sinon, il n'y a pas eu plus de... Je suis quand même un peu étonné qu'ils n'ont pas plus poussé ça. Là. C'est quand même 2 films iconiques dans le genre, mais bref. Ouais, il y en a eu certains que les anniversaires comme ça, là, de plusieurs décennies, ils refaisaient une copie, évidemment pour la vente, mais aussi ils l'offraient vraiment aux salles comme en DCP, puis le format grand écran, alors que d'autres fois, c'est comme, si vous le voulez, arrangez-vous, puis même là, c'est pas la copie restaurée qui est disponible pour le grand écran. Je dirais même depuis 2-3 ans, on voit que beaucoup de studios dépoussièrent certains, le classique entre guillemets, mais tu sais, ils ont ressorti Hocus Pocus en octobre, puis Whiplash pour les 10 ans, tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est correct s'ils le font, mais pourquoi tu le fais pas pour d'autres films aussi? Peut-être plus iconiques, je sais pas. Écoute, c'est toujours drôle. Je vais pas me mêler parce qu'on parle tellement d'affaires hors micro, fait que là, je sais plus qu'est-ce qu'on dit, mais Mommy refait une sortie 10e anniversaire, fait que c'est un peu le même... Oui, tout à fait. Mais culturellement, pour le Québec, c'est plus impactant que Whiplash, par exemple. Mais Whiplash a quand même eu une popularité surprenante. Oui, c'est un film culte, je pense, mais même la ressortie, je veux dire, oui, c'est surprenant, mais il a fait des chiffres, je pense, meilleurs que les attentes de la plupart du monde du milieu. Mommy, je pense, devrait plus plaire. Puis il va y avoir des projections en 35 mm, là, mais à Montréal seulement. Là, les quelques cinémas, je sais plus, la Cinémathèque ou autre. Projecteurs. Exactement. Puis je pense que Xavier Dolan va être présent, mais sûrement pas hors de la métropole. Donc, à surveiller si vous restez dans cette région-là. Avant d'attaquer les 2 sorties de la semaine, petit tour d'horizon d'actualité. Est-ce que je me lance comme d'habitude et tu commentes? J'ai noté une affaire. OK, vas-y. C'est pas tant une actualité, c'est plus c'était sur mes notes. Puis d'entrée de jeu, j'ai parlé de Smile 2, qui a eu un bon succès. Puis j'avais oublié de parler du comédien Ray Nicholson. Je voulais aller là aussi, effectivement. Puis c'est le fils de Jack Nicholson. Ben oui. Puis j'ai même pas fait le lien, je savais pas. Mais dans mes notes, je te jure, je voulais parler de lui puis dire, hey, voyons, on dirait le mix parfait entre Jack Nicholson puis Léo DiCaprio dans ses premiers rôles là. D'ailleurs, tu m'avais dit, hey, il ressemble à DiCaprio quand on regardait. C'est ça, exact. Puis là, je l'avais noté, je voulais comme pour la blague ou quoi que ce soit. Puis là, c'est comme ressorti. Non, mais c'est le fils à Jack Nicholson. Fait que le fameux sourire que Jack faisait dans Shining, là, entre Here's Johnny, puis des affaires comme ça, tu fais OK, il est allé rechercher cette faciès-là. Fait que ça, c'est lui qui joue le conjoint vedette décédé de la personnage principal. L'acteur, dans le fond. Oui, exactement, c'est ça. Puis, il y a quel âge? J'ai-tu allé voir? Je voulais aller voir un peu, puis je suis quand même j'étais étonné que ce soit son fils et non son petit-fils, là, parce que quand même, Nicholson est dans 80, mais je pense qu'il est comme Mick Jagger, dans ceux qui ont plusieurs femmes, plusieurs enfants. C'est un chaud lapin assez tard dans sa vie, là, fait que... Puis je sais pas avec quelle femme non plus, quelle conjointe. Fait que bref, je vais aller fouiller pour le fun plus tard. Je suis quand même curieux. Je pense, d'après moi, il a fait une vingtaine, mais je sais pas. C'est juste un guess. Fait que il est sur plusieurs des promos
Mais c'est comme surprenant, c'est juste parce qu'il est creepo puis il a un bon sourire puis des affaires comme ça, mais c'est pas encore une vedette, c'est pas un c'est personnage... pas un grand rôle dans le film. Non, plus, c'est là. ça, il est juste là le temps du flashback éventuellement avec 5 minutes. Puis il joue dans sa tête avec à leur voix, là, fait quelques autres présences. Mais c'est ça. Fait que, tant mieux. Alors, on est tous dans la gang avec le comme avec Saturday Night, là, le Cooper... le fils là, qui est de Philip Seymour Cooper, Seymour Hoffman, c'est ça. Mm-hmm. Et tout. La nouvelle garde des jeunes. Excellent. Ben, moi aussi, je suis plus dans le commentaire qu'une grosse nouvelle, mais quand même, il faut souligner que La Petite et le Vieux est le 3e film de l'année au Québec qui avoir franchi le million box-office. Donc, c'est un très bel exploit. Alors, je voulais juste souligner ça. C'est juste ça. Juste le 3e, mais dans le fond, il y en a 2 sur 3 que c'est TVA Film, finalement. C'est les Nos Belles-Sœurs. Fait que ça va bien pour eux. Grosse année. Puis, c'est ça. Je pensais que Dis-moi pourquoi aurait réussi, mais il a stagné à 700-800 000. Là. Ouais. Et il manquait un petit peu de jus vers la fin. Puis écoute, il y a quand même 2 grosses autres sorties, L'Œil du Cyclone puis Mademoiselle Bottine, qui devraient assurément franchir le million, peut-être même le 2. Fait que... Je suis pas mal sûr qu'un des 2 va faire 2 millions, mais que les 2 le fassent, ça veut dire que décembre... En fait, novembre et décembre seraient des très gros mois, puisque L'Œil du Cyclone sort le 8, Bottine le 29. Ouais. Il y a des dîners, il y a plein d'autres affaires au travers. Ça veut dire que quand les films québécois font autant, c'est que tout le cinéma se porte bien en général, là, quand même. En même temps, ils ont les vedettes, ils ont le background, le pedigree pour attirer le public. Je pense qu'ils vont être très agressifs sur la promotion aussi, les distributeurs. Fait qu'à suivre. Mais bref, encore une fois... une belle réussite, puis en plus, il faut le souligner parce que c'est des producteurs de Québec, évidemment, le balado est d'ici, fait que petite mention en plus pour Sonia et Marc, les producteurs du film. Je suis content qu'ils ont un gros succès populaire comme ça, puis je pense qu'ils projettent dans plein de festivals aussi, ils remportent des prix, fait qu'il y a un beau rayonnement à l'international. Ouais, puis tu sais, ça on les connaît aussi parce qu'on avait travaillé beaucoup avec eux pour Farador, là. On avait fait plusieurs événements l'an dernier avec le film. Puis, fait que, j'ai l'impression que c'est 2 beaux... La Petite Levée est un plus gros succès financier et populaire, mais Farador, c'est de l'aboutissement de tout ça. Tout le monde était bien content. Fait quand même un box-office intéressant pour un film de genre. Fait que je pense que ça veut dire que l'avenir est florissant pour Parallax, puis d'avoir d'autres films, puis des tournages dans la ville de Québec aussi, c'est cool. D'ailleurs, ça a quand même un impact sur le box-office aussi, c'est-à-dire que quand... c'est un peu plus... privé, mais tu sais, d'habitude, un film québécois, là, c'est le cinéma Beaubien qui est numéro 1, là, presque assurément, là, sauf quelques autres exceptions, peut-être quand c'est très comédie familiale comme Menteur, des affaires de même, que là, il va y avoir des cinéplex qui vont se placer un peu plus haut. Mais sinon, pour 9 films sur 10, c'est eux. Ouais. Mais là, c'est les 3 gros cinémas de la ville de Québec qui sont devant, là, les 2 cinéplex, le cinéma Le Clap. Fait que les gens d'ici sont au rendez-vous. Ouais, il y a l'effet, ça ville, se passe ici, ça a été tourné ici, etc. Fait que ça a toujours un impact. Fait que je pense que c'est quelque chose à considérer. Ça doit faire partie aussi des conditions à la SODEC. Quand ils regardent où est-ce qu'un film va être tourné, ça coûte plus cher en région parce qu'il faut que tu loges tout le monde, etc. Dans le fond, dès que c'est hors Montréal, là, tout est plus cher. Là. Pour le tournage, là, on a déjà eu des cinéastes qui nous en ont parlé. Mais probablement que quand Raphaël Ouellette sort un film, le Témiscouata, genre, a des vraiment gros chiffres. C'est sûr qu'il y a un bassin à un moment donné qui ne peuvent pas être numéro 1 non plus, là, mais ils doivent être vraiment forts sur ce film-là par rapport à d'autres. Tu vas gagner tes marchés locaux. C'est l'inverse de Nul n'est prophète en son pays. C'est comme quand tu reviens. Ou comme Denis Villeneuve, quand il fait des films, le Québec est super fort par rapport habituellement à ce qu'il fait pour un film américain, ou etc. Ben, tout à fait. Fait que moi, j'attends toujours de voir Gatineau sur grand écran un jour, peut-être. Y a-t-il déjà eu des tournages? Sûrement un petit... Ouais, en même temps... J'ai pas... Je pense pas, honnêtement. Une histoire qui se passe à Gatineau. Vraiment, non. Pas de mémoire. Un gros un gros agenda de genre le monde habite là mais il travaille à Ottawa, puis là il y aurait comme une guerre franco-ontarienne. Ça pourrait, parce que dans mon temps, il y avait ces fameuses tensions avec les écoles anglophones au secondaire dans mon coin. Ça pourrait être
un truc à explorer peut-être un jour. Un coming of age de bataille d'école qui se passe dans les années 80. Genre. T'aimerais ça, là? J'adorerais ça. Prendrais-tu un rôle, le directeur d'école, peut-être? Moi, je serais le prof de karaté. OK. Tous tes amours mis ensemble, toutes tes passions. S'il y a des producteurs à l'écoute, Parallax, peut-être. Non, mais non, ça serait un tournage à Québec. Ouais, vrai qu'il y a une boîte à Gatineau. Je sais pas. Y en a-t-il? Restons dans le domaine du cinéma québécois. Philippe Falardeau, on a annoncé son prochain film. Je sais pas si tu as vu ça passer. Non, puis quand même, l'adaptation, là, les romans semblent être à l'honneur. Les romans québécois. C'est 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah qui était sorti en 2022 puis qui avait gagné le prix du gouverneur général quand même. Fait que Philippe Falardeau porte à l'écran. J'ai oublié de noter le synopsis, donc pardonnez-moi. On aura le temps d'en reparler dans les prochaines années. Effectivement. Fait que, prochain mois, parce qu'il va sortir en 2025. OK. Je pensais qu'il tombait en tournage. Il est déjà en tournage, ce qui se termine dans les prochains jours, là, fin octobre. Fait que, puis, c'est avec Rose-Marie Perrault, qu'on avait vu, entre autres, dans La Cordonnière, et Neil Elias, un visage qu'on a plus vu à la télévision, entre autres dans Fugueuse, puis La vie compliquée de Léa Olivier. Donc... mais Philippe Falardeau, quand même, c'est toujours des films de qualité. Ses derniers projets étaient plus aux États-Unis. Oui, effectivement. Il est revenu au Québec tourner plus des séries de télé. Salinger Year, puis des affaires comme ça. Je pense que c'est peut-être son dernier, oui, effectivement. Puis, c'est lui qui a fait Le Temps des Framboises, ça se peut-tu? Oui. Puis le dernier film québécois, c'était... bonne question. C'était-tu Guy Barre s'en va en gaz? Probablement, si j'allais dire. Je pense que c'était ça. Donc voilà, fait que sur les écrans en 2025. Sinon, on a annoncé qu'il y aurait une suite à Alien Romulus. Ah ouais? Ouais. Alors, la Fox met ça en avant. Je pense qu'ils sont très contents du résultat. Encore avec Fede Alvarez? Oui, ils sont en négociation pour le ramener. C'est lui qui aurait pitché une idée pour cette suite-là. Et on retrouverait les personnages donc, de Cailee Spaeny et de David Johnson, donc qui jouaient l'androïde. Alors, normalement, 2026, qu'ils ont dit. Fait que je pense qu'ils veulent développer ça assez rapidement. Puis ils ont aussi dit qu'il y aurait un film Predator Badlands, qui va être sur les écrans normalement 2025. Donc, qui est par le même réalisateur qui avait fait Predator Prey, qui avait eu un très bon succès, qui avait été un film direct de plateforme, mais qui avait été très bien reçu, qui se passait dans le temps des il y avait eu un petit backlash de pourquoi c'est pas allé au cinéma. Oui, effectivement, oui. C'est comme les plateformes signent des deals. Fait que Disney avait un deal avec Hulu ou quelque chose. Il est obligé de leur livrer des films. Puis finalement, ça fait un backlash. Genre, ouais, mais votre film... Surtout quand ils ont beaucoup de moyens, tu sais. Ouais. Un téléfilm de Disney à 55 millions, là, genre. Ça a quand même de rappel au cinéma. Oui, tout à fait. Donc, pour les amateurs de ces franchises-là, sachez qu'il va y avoir de nouvelles affrontes. Puis même, la Fox dit que c'est pas impossible qu'on retrouve à un moment donné... de nouveau un croisement de ces deux univers, entre Aliens et Predator. Fait que on va voir où ça va s'en aller. Sinon, Tom Holland qui a annoncé officiellement que Spider-Man 4 avait eu le go. Fait que il y a eu une première version du scénario. Lui et Zendaya, apparemment qu'ils ont bien aimé, bien qu'il y ait un peu de travail à faire. Normalement, le tournage va être à l'été 2025. OK. Puis c'est plus John Watts, hein, c'est ça? Non, effectivement, c'était le réalisateur Daniel Cretton, qui avait fait Shang-Chi. Daniel Destin Cretton. Oui, c'est ça. Évidemment, on ne connaît rien à l'histoire. Là. Ça va être gardé. Non, mais en tout cas, on sait que ça part où tout le monde l'a oublié ou je ne sais plus trop. Là. Effectivement. Donc, à suivre, mais au moins, ça, c'est la bonne nouvelle pour les amateurs de Spider-Man. Et Tom Holland a par le fait même confirmé qu'il sera du nouveau film de Christopher Nolan aussi, dont Matt Damon sera la tête d'affiche. Encore là, un projet hyper secret. On ne connaît rien du tout du synopsis. Mais on a appris dans les derniers jours, justement, que la Warner Brothers, qui ont distribué la majorité des films de Christopher Nolan depuis Memento, je pense en 2002-2003, dans ces années-là, qui avait perdu, évidemment, pour Oppenheimer. Ils lui ont offert un gros chèque pour lui... Pour dire qu'on s'excuse. Pour s'excuser, oui, effectivement, parce qu'évidemment, tout le débat... C'était par rapport à Tenet. Oui, parce qu'évidemment, la Warner voulait sortir le film sur les plateformes. On était en plein COVID et tout ça. Nolan, évidemment, voulait voir son film au cinéma. Alors, le compromis, c'est qu'il avait pas annulé, ou en tout cas...
rejeté les royautés qu'il aurait normalement reçues sur le box-office au cinéma. Alors, finalement, ils ont mis le chèque potentiel de somme qu'il a remis. On parle d'un chèque dans les 9 chiffres. OK. Mais je pense que Nolan, la confiance est brisée à jamais. Fait qu'il retourne avec Universal, qui avait distribué Oppenheimer. OK. Fait que, c'est fini. Ouais, en tout cas, je pense qu'il les tient encore en rancœur pour un petit bout quand même. Ouais, et puis là aussi, depuis Warner a été acheté par Discovery et tout, fait que ça doit même plus être les mêmes personnes. Fait que là, t'as beau avoir la rancœur peut-être, mais aussi l'attachement n'est plus là non plus. Non, ben effectivement, ce nouveau régime, eux voulaient tranquillement essayer de colmater cette situation-là, mais fait que bref. Des fois, ça prend un peu de temps pour réparer, mais des fois, il faut juste pas revenir avec ses ex, puis ça a été le fun le temps que ça a duré, mais c'est fini. Ouais, ou ça prend un flop, puis là, Warner vont revenir avec plus d'argent qu'un autre studio, parce que ça demeure quand même des gens à l'argent, je pense malgré qu'ils sont des artistes. Oui, mais avec le succès d'Oppenheimer, je pense que Universal serait prêt à essuyer quelques pertes avant de vraiment jeter la serviette. Là. Ah non, tout à fait. Je pense que le gamble, le risque était avec Oppenheimer, puis là, je pense qu'il peut, il peut faire ce qu'il veut sans aucune intervention du studio. Oui, mais au final, peut-être que c'est quand même les films de science-fiction qui sont plus risqués parce qu'ils coûtent souvent plus cher, puis c'est plus niché, c'est plus pointu, là, à part les grands Star Wars, mais c'est au-delà d'un film classique de science-fiction. Ouais. On pense à The Creator, par exemple, des choses comme ça qui a été faites avec moins de budget et tout, mais pas moins de... Ouais, c'est ça, avec un plus petit budget puis qui sont allés chercher au maximum, mais c'est des films que c'est super beau puis tout le monde a vraiment apprécié le film, là, sans dire que c'est un grand chef-d'œuvre et tout, mais au box-office, il y a eu de la misère pareil, tu sais, puis c'est comme toujours pointu la sci-fi. On dirait que tout le monde, beaucoup en parle, mais il n'y a pas tant d'engagement pour finalement aller le voir, puis ça finit peut-être plus à être consommé en plateforme, tristement. Fait que Dune a réussi à faire exception de ça, mais malgré, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on parlait de Dune comme si ça allait battre des records de tous les temps, puis tu sais, c'est vraiment pas, là. Au final, là, ça n'a pas fait 1,4 milliard, là. Fait que... Non, tout à fait. Bref. Fait que Tom Holland sera très occupé en 2025 avec ses 2 tournages. Bonne annonce, on va avec... je me souviens plus combien on a noté. Moi, j'ai noté, en tout cas, Strangers Chapter 2. OK. Peut-être, c'est plus ta spécialité. C'est des films d'horreur. Cette saga-là me laisse de glace. Tu vois, moi, j'avais apprécié le chapitre 1. On verra quand le 2 sortira. Si je me souviens que quand le premier était sorti, on avait beaucoup de choses, fait que t'es allé le voir, moi j'ai écouté d'autres choses. C'est vrai, tu l'avais pas vu. Exact, mais si là ça se retrouve à être un peu un prime, là peut-être que je réécouterai à ce moment-là le premier, me mettre dans le bain, etc. Donc c'est quand même un projet casse-gueule parce qu'on sait qu'il y a 3 films, c'est une trilogie qui a été tournée en même temps par Renny Harlin, et le but c'était de les sortir aux 6 mois. Là on a changé un peu d'approche parce que voyons, c'était sorti quoi au début de l'été? Non, c'est au printemps, me semble. C'était-tu avril, mai? J'aurais dit juin, mais non, me semble que c'était avant ça. OK. Oui, parce que je pense que c'était probablement avril, puis l'autre c'était octobre qui était prévu. Là, fait qu'on a à peu près comme 6 mois. Fait que finalement, ils l'ont décalé. Pour l'instant, on annonce 2025. On n'a pas de date officielle de confirmer, mais j'ai l'impression que ça va être au printemps aussi, dans les mêmes dates. Fait que c'était vraiment un antépisode du premier film à l'époque. Là. On voit ces 3 tueurs qui demeurent très mystérieux parce qu'on ne connaît rien d'eux. Fait que c'est le personnage de la comédienne Madeleine Peach qu'on retrouve dans le 2e volet parce qu'elle avait évidemment survécu. Quelques minutes après le... Oui, parce que la trilogie se passe comme en 4 jours, c'est le concept. Mais là, la direction que le film prend, c'est que là, au moins, on s'en va ailleurs parce qu'évidemment, tous les films, le premier chapitre, c'était le 3e film, c'est toujours le même concept, là, où tu as des personnes qui arrivent dans une maison ou un chalet, peu importe, puis ils vont être terrorisés par ces tueurs-là. Ils jouent avec leur nourriture. Oui, tout à fait. Donc là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a été hospitalisée, elle va sauver l'hôpital, ou en tout cas, et elle est prise dans un petit village en campagne, là, tout ça. Là, fait que
Fait que donc, on comprend que les personnages, les tueurs vont continuer à la pourchasser. Sont originaires de là. Donc, c'est qui sont les coupables. Il faut qu'elle se méfie d'un peu tout le monde. J'ai l'impression, en tout cas, dans la bande-annonce, on semble révéler déjà les visages, mais est-ce que c'est juste un leurre et que ce ne sera pas eux finalement? Ouais, c'est ça. C'est pas clair si la bande-annonce... Ben, tant mieux. C'est pas clair que ce soit mystérieux si c'est une scène du film ou si c'est juste un montage fait pour être la bande-annonce comme telle. Qu'elle a fait de l'autostop, on l'embarque, elle réalise que finalement c'est un peu tout elle reconnaît des indices, des tatous, des affaires de même. Donc, fausse piste ou non, on va voir. Oui, c'est assez efficace, honnêtement. Donc, à voir quelque part en 2025 pour Strangers Chapter 2. Et dans un autre genre d'horreur, si on veut, September 5. Je me demandais s'il fallait dire Fifth, mais il n'y a pas le petit TH, je sais pas. Bon. Je sais pas, là. C'est... moi, je dirais c'est le format classique qu'on voit chaque année dans la course aux Oscars d'un thriller journalistique là, qui rappelle très Spotlight et ces affaires-là. Là, c'est sur les événements des Olympiques de Munich en 1972, quand il y avait eu une prise d'otage là, sur l'équipe olympique israélienne. Ouais. Puis on va être vraiment dans la perspective de l'équipe de ABC Sports. Dans le fond, eux qui sont aux commandes à l'aiguillage, comment on filme ça, le live, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, là, si quelqu'un se fait shotter, on met ça à la télé ou pas. Fait que ça devient une espèce de suspense technique, si on veut, genre. Fait que ça se passe pour vrai, puis les journalistes qui sont là-dedans, fait qu'on les voit quasiment plus à l'arrière que sur le terrain, avec, je crois qu'il va y avoir d'utilisation d'archives ou sinon de la reconstitution exacte, là, très avec minutie. C'est pas des visages très connus qu'il y a dans le film. Je trouve que c'est bien. Moi, ça aide à embarquer dans le film que voir Matt Damon tout le temps, là, ça sort sortie limitée fin novembre, sortie large mi-décembre. Fait que c'est vraiment un film qui se positionne pour être dans l'espèce de choix du public. Il y a tout ça finalement, choix du public, mais en tout cas, le meilleur film, là, l'espèce de film que les gens de l'Académie vont accepter, peut-être, essayer d'avoir des meilleurs scénarios, des trucs comme ça. Je sens vraiment ça. Puis c'est pour ceux qui se disent « Ah, mais ça me dit quelque chose, ça. » Mais je me souviens, c'est le film Munich de Steven Spielberg, sorti en 2005. C'est la même chose, c'est juste qu'on suivait beaucoup le après, qui était comme toute l'histoire de la vengeance, qui allait tuer des gens un après l'autre et tout. Du gouvernement israélien. Ouais. Voilà, c'est ça, mais c'était ça le début du film. C'est ce même événement-là. Ça a été couvert dans quelques films et documentaires, mais c'est peut-être le plus iconique là, dans les 20 dernières années, je dirais. Ah ouais, mais de cet angle-là, ça peut être assez intéressant, effectivement, à voir. Fait qu'une espèce de Saturday Night, mais... ouais, là, je sais pas si on peut dire ça. Là. C'est quand même tragique, un peu, tout ça. Puis je dois avouer que je me souviens même pas de exactement comment ça s'est terminé et tout. Moi non plus. Fait que tant mieux. On va redécouvrir le film. Puis après, on lira si ils ont toutes saucé les choses ou si c'est réaliste. Quand même le côté toujours de qu'est-ce que les Américains ont fait là-dedans. T'sais. On parle qu'on est en Allemagne ici, mais c'est plus l'équipe américaine quand elle l'a filmé. Fait que bon, mais je comprends. C'est une production américaine. September 5, donc le 5 septembre, qui sortira en décembre. Excellent. Donc, allons avec les sorties de la semaine. Restons dans l'histoire en quelque sorte. Débutons avec Conclave d'Edward Berger. Oui, en fait, restons quasiment dans l'histoire et dans l'Allemagne, parce qu'Edward Berger est un cinéaste allemand. C'est lui qui a surpris d'ailleurs le monde des Oscars il y a 2 ans et t'a fait rater plusieurs questions dans tes prédictions avec All Quiet on the Western Front, la version qu'il avait réalisée pour Netflix et qui avait gagné plein de prix techniques de meilleur son, meilleur... et la musique n'arrêtait pas de jouer dans la cérémonie. Là. Genre. Fait que... bref, il revient ici. C'est une production... je sais même pas si c'est américain ou c'est britannique. C'est Film Nation. Je pense que c'est coproduction américaine et Angleterre. Là. Ouais, OK. Ça met en vedette Ralph Fiennes principalement, mais on retrouve aussi d'autres vieilles faces talentueuses comme Stanley Tucci, John Lithgow. Je note aussi Sergio Castellitto, qu'on a vu dans Mafia Inc., entre autres. Fait que c'est vraiment un polyglotte. Je pensais que c'était un acteur canadien, mais pas du tout. C'est un Italien, puis après, j'ai lu vite sa bio, mais il a été à tellement de places que j'ai oublié. Fait qu'il parle anglais, français, italien et peut-être mais il n'est d'autres. pas établi à Montréal, nécessairement. Je pense que non, finalement. Mais écoute... faisez vos recherches, comme dirait l'autre. C'est une adaptation d'un roman de Robert Harris. Fait qu'on est vraiment dans le polar, dans le thriller. Le Conclave... Le thriller papal. Exactement. Un nouveau genre. Le thriller catho, ça serait plus ça. Le Conclave, c'est donc le pape vient de décéder.
Et on va devoir voter pour le nouveau pape. C'est donc ça, le processus qui s'appelle le conclave. Fait qu'on suit plein de cardinaux. Hein. Le cardinal Thomas Lawrence, lui qui est joué par Ralph Fiennes, est comme celui qui est chargé d'organiser tout le conclave, de gérer ça. Puis, comment ça fonctionne, c'est que tous les cardinaux viennent de partout, se réunissent, puis là, votent. Puis il faut qu'ils votent jusqu'à temps qu'il y ait la majorité. Fait qu'ils votent, fait que ça donne une tangente. Puis là, après, ils retournent dans leur quartier, puis ils vivent leur vie. Puis là, ils se repartent. Non, ils vivent leur vie, ils sont tous un peu ensemble. Ils sont cloîtrés, en fait. Ouais, c'est ça, ils sont cloîtrés. Puis là, ils vont juste aller se parler un peu. Puis comme la politique, là, c'est parce que tu comprends qu'il y en a qui sont plus extrémistes, donc conservateurs. On veut revenir à comme avant. Hey, un pape, il faut que ça soit blanc puis italien. Puis d'autres qui sont plus libéraux, puis l'homosexualité, puis toutes ces affaires-là, on accepte ça. Puis fait que t'as cette ouverture de la religion catholique. Fait que t'as comme un jeu de coulisses. Et lui qui chapeaute tout, Lawrence, va se rendre compte qu'il se met à avoir des suspicions sur différentes personnes, ne serait-ce que par rapport à la mort au pape, mais la mort du pape, pardon. Et des intentions de certains et de les dernières discussions que le pape aurait eues, qui étaient peut-être sur le bord de révéler un grand secret, mais que là, personne ne le sait. Fait que, qui pourrait influencer le vote, effectivement. C'est ça. Fait que c'est pas un thriller comme, tu sais, mettons, justement en parlant pas qui a tué le pape, là. Non, c'est ça, pas à ce point-là. Là. Tu sais, je dis, on se demande un peu sur sa mort, mais j'ai exagéré, là. C'est pas nécessairement ça l'enquête. C'est pas non plus des Dan Brown, là. Il y en avait un, Angers Démon, là, avec Edward McGregor. Non, pas McGregor, mais... Ouais. Ewan McGregor. Ewan McGregor, OK, moi j'ai avec le combattant, finalement, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est pas ce genre d'enquête-là, puis de grosses fabulations et tout, c'est plus terre-à-terre. Mais ce qui est fascinant dans le film, c'est qu'on met en scène beaucoup ce monde secret-là de la religion catholique, l'arrière-coulisse, mais aussi les lieux, les décors, les costumes, les processus, quand ils mangent à la cafétéria, qui s'assoit avec qui... etc. Fait que t'en as pensé quoi, toi? Oui, ce qui est intéressant, c'est malgré la piété qu'ils peuvent avoir, il y a quand même de l'ambition personnelle, là, je pense, derrière. Tout à fait. Hein, c'est ça, exact. Humain, de dire, là, quand même. Je suis bien, puis je m'occupe des siens, mais dans le fond, il y en a que c'est comme, hey, si je suis pas capable, je vais avoir échoué, puis c'est moi le meilleur. Puis, fait que, non, j'écoute, c'est un film... On commence à sentir... Ce qui est drôle avec Edward Berger, c'est qu'il n'y avait pas une grande feuille de route avant All Quiet on the Western Front. Il a fait quelques films allemands, un peu de télévision, mais comme arrivé, boum, avec ce film-là. Et je trouve que sa signature, même si ça fait un petit bout, je l'ai vu, commence à avoir une signature visuelle assez intéressante où... au niveau de la mise en scène, il y a beaucoup de jeux de caméra, de travelling, de gros plans. Fait que je trouve que le niveau de tension est très bien maintenu. Puis l'utilisation de la musique aussi. Oui, qui effectivement. fait partie de la tension. Il n'y a pas un leitmotiv aussi fort que dans l'autre, là, mais quand même. Fait que non, c'est vraiment très bien réalisé. Puis même... On comprend pourquoi All Quiet on the Western Front avait gagné ces prix-là, parce qu'au niveau technique, c'est un film qui est impeccable, là, rien à redire. C'est d'ailleurs très drôle. Les comédiens sont tous très bons. Puis c'est drôle d'avoir le personnage de John Lithgow, qui est un cardinal canadien du nom de Tremblay. Oui, c'est ça. Parce qu'il est... Puis c'est là qui est dans les quand même conservateurs. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'était peut-être un clin d'œil... Oh, Monseigneur, c'est qui est là, j'oublie son nom, qui est dans les controverses en plus. En tout cas, bref, qui est un des très proches du pape, qui est assez conservateur. Bref, je m'égare, mais non, fait que c'est un film qui offre très bien ce que ça représente. Je pense que ça va plaire à un public un peu plus vieux, on s'entend, par son sujet. Je serais étonné que des jeunes dans la vingtaine, trentaine soient intéressés, mais peut-être, si vous êtes moindrement quand même ouvert dès qu'il y a un petit côté à quelque chose d'intéressant. Aussi, je ne suis pas du tout un catholique pratiquant et quoi que ce soit, mais au niveau cinématographique, c'est un très bon film. Puis je pense que, justement, c'est pas la mission du film non plus, là, de parler de la religion à ce point-là. Ça fait juste partie du centre du récit, un peu, de l'intrigue. Fait que non, c'est un film qui est bien raconté. Puis il y a quand même, là, faut le dire, sans rien divulgacher, mais il y a quand même un punch très champ gauche vers la fin. Vous pouvez essayer de jouer à deviner c'est quoi le fameux secret du pape. Là, mais... J'ai hâte de voir si ça va faire couler un peu d'encre, là, ça va faire jaser dans les milieux conservateurs. Là. Peut-être. On va voir dans la prochaine semaine. Mais ceci dit, c'est ça. C'est un film très solide que si vous aimez ce genre-là, vous êtes intéressé en plus par toute cette histoire-là de l'institution de l'Église qui
qui est vraiment bien recréé. C'est fascinant quand même à voir, justement, de tout ce côté-là très ils ont rituel. tourné, si on tourné dans des vraies églises et tout, ou juste reconstitution de lieux. Puis... Bonne question, effectivement. Non, j'ai très peu d'informations sur le film. Des fois, on a accès à un peu plus de notes, mais là, c'était... j'ai aucune idée. C'est en studio, vraiment... Ouais, ben je pense que ça dépend aussi parfois de la compagnie de production. Tu sais, c'est pas un blockbuster, là. Fait que, tu sais, les gros studios, ils font couler ce genre d'informations-là, des behind the scenes, puis des choses comme ça et tout. Les autres, c'est juste plus subtil. Ça doit faire partie de leur moyen de mise en marché, d'être comme, on va laisser faire cette étape-là. Là. Ouais. Et il faut dire que Ralph Fiennes aussi est un des producteurs du film. Donc, pour moi, c'était un projet qui avait à cœur. Ouais, puis c'est un très bon comédien. Là. Oui. Il se passe de présentation, fait que c'est un rôle qui est quand même sur ses épaules aussi, parce que c'est lui qui est notre véhicule, qui sert à aller enquêter à gauche, à droite, demande à ci, demande à ça. Oui, qui est nos yeux à tout cet univers-là, mais qui joue tout en retenue aussi. Là, fait qu'on voit que c'est un personnage qui vit certaines choses. Là, ouais, c'est ça. Là, fait que... usé. Puis, tu sais, au final, c'est genre 70 monsieur qui votent jour après jour, puis c'est quand même super excitant. Fait que c'est, comme on dit, au plan de vue technique et tout, et dans le scénario, c'est vraiment relevé de main de maître pour que ça donne un film qui est captivant à ce point-là. T'sais. Et qui sera définitivement en nomination aux Oscars, je pense, dans plusieurs catégories. Je pense aussi, je pense que oui. Allons maintenant complètement ailleurs. Est-ce qu'on aura autant de nominations aux Oscars pour Venom The Last Dance de Kelly Marcel? Le titre le dit, Venom la dernière danse, donc c'est la fin de la trilogie en Ricardo Troggi, de la trilogie avec Tom Hardy, si j'ai mélangé ça. Qui met Tom Hardy est de retour, mais on a des nouvelles faces. Chiwetel Ejiofor, ça le fait 2 présences dans les Marvel, puisqu'il était dans Doctor Strange, le premier, qui nous avait laissé penser qu'il continuerait, mais qu'on l'a jamais revu. Rhys Ifans, qui lui aussi était dans le Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, mais là, ça, c'est plus connecté au MCU. Qui jouait le lézard. Exact. Curtis Lazar, ça, c'est un joueur de hockey. Curtis Lazar? Curtis Strange, Curtis... Ben non, pas Strange. Mais c'est Curtis Doc Ock, j'ai mêlé. Ça, c'est les... Doc Ock, c'est le c'est truc. ça. Mais Lézard, c'est Curtis. Mais attends. Là, OK. Puis Stephen Graham, qui est un des personnages récurrents des trois films. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben là, Eddie Brock est en cavale depuis toujours, depuis la fin du premier film ou deuxième film. Depuis le deuxième film, OK, qui était avec Carnage et tout. Puis, il va avoir, comme il a été un peu mort, puis qui est revenu à la vie avec toute son alliance avec le symbiote Venom, ça a créé en lui une espèce de clé unique et spéciale que un amalgame de monstres et d'autres symbiotes extraterrestres cachés au fin fond de l'univers veulent pour libérer l'espèce de tyran intergalactique qui est prisonnier pour une raison qu'on ignore. Alors, il envoie ces grosses créatures qui font un petit peu quand même clin d'œil, je trouve, à Alien, mais tu sais, les Aliens, les suites, là, les géants, là, genre... celui après Prometheus, là. Lui un peu mal aimé, mais il y en avait une grosse bébête comme ça. Covenant, c'est ça. À la fin sur l'hélicoptère, des choses comme ça. Moi, ça me faisait penser à ça. Des hélicoptères puis des aliens noirs géants. Fait que tout ce monde-là se ramasse pour essayer de pogner Venom quand il est transformé en pleine forme complète Venom. Alors Eddie donc en cavale parce que il est recherché par la police et tout. Et finalement, il réalise que Venom lui-même est recherché, fait qu'il n'y a plus nulle part où se cacher. Alors, il va peut-être devoir aller au fond de cette histoire, mais qui pourrait être la perte de lui et ou Venom. Alors, j'ai trouvé le nom de Lizard. C'est Kurt Connors. Curtis Connors. Dr. Connor. Alors, ben voilà. Fait que si vous avez aimé les 2 premiers, c'est en pleine continuité. Je pense que c'est relevé, moi, par rapport au deuxième. Tu les aurais écoutés plus récemment? Oui, tout à fait. Ben écoute, c'est déjà un peu visuellement mieux fait, honnêtement. Ouais, puis dans le deuxième, il faisait noir tout le temps. Puis, ouais, c'était très sombre, alors que là, puis même, je dirais, dans le ton, beaucoup plus léger. On est plus dans l'humour ici, là, un peu plus proche du 1. Je pense qu'il est en train... Le grand mystère, c'est qu'est-ce que Tom Hardy fait avec tout ça? Puis je pense que ça se veut un hommage
à tous les films de super-héros des années 90. Cette vieille façon, pas nécessairement les Tim Burton, le Batman, mais plus comme les autres, puis les... Tu sais, s'il y en avait un avec Shaquille O'Neal, puis des affaires comme ça, tu sais, c'était un peu... Le film n'est pas une parodie, mais je pense qu'il embrasse ça. Tu sais, le premier, même début 2000, là, les premiers Hulk... Il n'y a pas le même montage bande dessinée là, qu'il y avait là, de Ang Lee. Puis, mais t'as un côté très bande dessinée au film. Oui, c'est là, ça. C'est comme tu tournes une page, il y a 4 blagues, puis là, tu tournes une page, puis là, le méchant est là, puis là, ça bataille, puis là, après, il refait des blagues entre lui. Fait que c'est cette cassure de ton qui arrive toujours. Mais il brise pas le 4e mur comme Deadpool. Il parle jamais à nous, puis il est pas en train d'être méta à dire « Ah, je suis dans une histoire de Marvel ». Il n'y a pas ça, tu sais. Mais je pense que il ne fait pas ces films-là pour être le meilleur film de super-héros puis rivaliser le Avenger Endgame. Là. Il est plus en mode c'est le fun. Oui. C'est juste ça. Je pense que ça se veut des crowd pleasers. Écoute, ça fonctionne parce que les films remportent un très grand succès. Je pense que c'est la vache à lait de Sony parce qu'on sait que avec Spider-Man, on sait que Spider-Man, le contrôle est assumé par Marvel. Fait que, mais ils peuvent utiliser tous les éléments de l'univers de Spider-Man mais pas Spider-man. C'est pour ça qu'ils ont l'espèce de l'univers des méchants, que les méchants sont un peu gentils finalement. Oui, c'est ça. Tous des anti-héros. Il faut s'identifier à eux. Fait que puis évidemment, c'est pour ça qu'on attend toujours cette rencontre entre Venom et Spider-Man qui devrait arriver un jour, j'ai l'impression. De ce qu'on comprend, c'est que le temps que le personnage est loué, prêté à Marvel, ils ne peuvent pas le faire. Parce que Tom Holland avait tourné une scène pour le premier Venom à l'époque. Puis Marvel avait dit non, finalement, vous le coupez, on le mettra pas. On veut pas de ça dans notre carcan. Effectivement. Mais il l'avait intégré dans... Je sais plus, c'était-tu... À cause du multivers, on avait comme teasé un peu. C'était-tu dans le 3e Spider-Man, justement, qui se retrouvait à être flippé? Ouais, il me semble que c'est sur le 3e ou 2e Venom, là, parce que les deux, en fait, c'était comme impliquaient Venom, là, mais je me rappelle plus dans lequel est lequel. Fait que là, ici, finalement, très tôt, on met fin à ça avec un gag. Mais c'est ce que, fait que ça, on annonce que c'est la fin de la trilogie avec le personnage de Eddie Brock. On sait que Venom, dans les bandes dessinées, a eu plusieurs hôtes. Donc, ce n'est pas la fin des films Venom, bien au contraire. Parce que même le méchant, on l'a annoncé que ça va être probablement lui, au moins pour un prochain film, là. Parce que même s'il est au cœur un peu de l'intrigue, c'est pas lui qui prend la place principale. Là. C'est pas le principal adversaire. Non, c'est plus ses sbires, les grosses créatures. Effectivement. Et tout, là. Fait que, à gager qu'on va le revoir donc et qu'on va revoir Venom aussi. La technique Thanos, de le présenter tranquillement sur son trône. Oui, effectivement. Fait que, écoute, il n'y a vraiment pas de surprise. Comme je dis, c'est peut-être même un peu plus, je dirais pas accessible, mais en tout cas beaucoup plus familial en quelque part que le 2. Là. Fait que je pense que les plus jeunes enfants qui auraient pu être un peu impressionnés par le deuxième film qui est un peu plus sombre ici. Je pense que ils vont bien rire par moment, il y a un peu plus d'humour. Et première réalisation pour Kelly Marcel, qui est en fait une des scénaristes depuis le début du projet. Oui, tout à fait, qui a pris du galon au fil des films. Puis même Tom Hardy, d'ailleurs, qui a collaboré à l'histoire aussi là, avec elle. Et puis Andy Serkis, donc, qui avait de l'intérêt de revenir pour le 3e film. On sait que c'est lui qui avait réalisé le 2, mais finalement, il était pris par un autre projet. Mais c'est quand même lui qui prête son corps au personnage de Null, qui est en motion capture. Donc, je savais pas. Okay. Ouais. Fait que déjà, en tournant le 2, c'était déjà prévu, en tout cas, c'était conceptualisé que ce serait ce personnage-là et qu'Andy Serkis l'incarnerait à l'écran. Fait que j'avais-tu d'autres choses? Puis si vous voulez la petite histoire, ce méchant-là est quand même assez récent dans l'univers Marvel. Là, fait qu'en bande dessinée, il est apparu en 2018. C'est tout frais. Puis, c'est encore la run actuelle, 2018, ou c'est déjà reparti? Non, ça repart maintenant. C'est comme aux 2-3 ans. Là, on repart avec des nouvelles équipes créatives. Mais il est toujours présent là. Puis en fait, on l'a même élargi là, de ce que j'ai pu lire. Null. Que ça s'écrit? K-N-U-L-L. OK. Puis là, il est même établi comme dans l'univers là, plus grand que Venom parce que ce serait un des ennemis de Thor, finalement. Puis, tout ce qui est intergalactique. C'est ça, effectivement. Puis de Silver Surfer. Fait que, bref. OK. Et voilà. Et puis,
projections pour le premier week-end sont quand même très fortes comme toutes les autres. Comme beaucoup de films de super-héros, c'est comme on se garoche dès le début avant qu'il y ait des spoilers et tout. Ça demeure un des personnages de Marvel qui attire beaucoup de gens. Ouais. Puis, il fait pas partie de la vieille garde des super-héros, là, parce que lui aussi est assez récent, date début des années 90, fin 80. Mais dans les jeux vidéo de Spider-Man et tout, aussi, là, c'est ça. Puis même au Super Nintendo, il y avait Venom versus Carnage ou Carnage ou je sais pas trop quoi. Puis... non, de ça. D'ailleurs, c'est pour ça un peu pourquoi dans les bandes dessinées aussi, on a changé un peu le positionnement de Venom où il était vraiment un ennemi de Spider-Man pour en faire une espèce d'anti-héros, parce que on a vu le potentiel marketing du personnage. Ouais, puis rendu là, c'est comme faut jamais le tuer. Voilà. Oui, voilà pour ça. Puis, c'est tout pour Venom. Sinon, il y a une trolley de documentaires cette semaine pour ceux qui aiment le genre. Oui, il y a Je ne haïrai point de Tal Barda qui est inspiré du livre donc I Shall Not Hate de le gynécologue et obstétricien Izzeldine Abouelaish, qui lui est reconnu pour être le premier médecin palestinien qui a obtenu le droit de pratiquer dans un hôpital israélien. Fait qu'il faisait des accouchements. Puis même, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2009, il y a eu des attentats qui ont tué 3 de ses 4 enfants et en fait blessé la 4e. Là, il y avait 4 filles. Puis même suite à ça, il a continué de promouvoir la paix. Et là, depuis 2011, il était établi à Toronto. Puis c'est ça, il a écrit son livre, puis il continue à travailler sur... c'est pas œil pour œil, dent pour dent, etc. Fait que c'est d'être au cœur comme ça dans ce qui pourrait être l'ennemi ou quoi que ce soit. Fait que documentaire très, très bouleversant, justement, à ce moment-là, là, sur ça doit, les dommages collatéraux des guerres, qui sont sensiblement que des dommages collatéraux. Autre documentaire, Dahomey de Mati Diop. Quand même un peu une bébite, un ovni, celle-là. On est en novembre 2021. La France va redonner au Bénin 26 œuvres d'art et artefacts du royaume du Dahomey qui ont été pillés par les colonies françaises là, dans fin 1800. Mais ça reste quand même un geste symbolique puisque ils en ont volé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Fait que d'en redonner comme 25, 26, why? Fait que c'est un peu le sujet du film, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans une discussion avec des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi qui débattent de genre, pourquoi maintenant, pourquoi si peu, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on les protège, est-ce que, un peu comme les statues de... tu sais, quand on déboulonne des statues, là, c'est un peu, on remet ça parce que c'est notre histoire, mais du coup, ça symbolise aussi le colonialisme d'une certaine façon, puis tu sais, à quel point est-ce qu'on remercie ou genre, tu sais, il y a ce débat-là autour du film. Mais ce qui est singulier dans le film, c'est aussi que la narration est en fait, avec une voix très bizarre, quasiment à la Venom, par les statues. Okay. Fait que la plupart du film est en français, sinon justement il y a des sous-titres, sauf les narrations qui sont comme dans un ancien langage ou dialecte, qui va un peu justement philosopher sur la question sur qu'est-ce qui se passe. Avec ce que j'ai décrit, vous comprenez qu'au niveau des images, c'est assez lent et assez tranquille. Là. On filme des statues, on filme le transport par bateau, des choses comme ça. Fait que des fois, t'es comme dans le noir, dans le caisson, puis là, t'entends la statue qui parle et qui réfléchit à ce qui s'en vient, à ce qui vient de se passer, etc. Ça a remporté l'Ours d'or, d'ailleurs, à la dernière Berlinale. OK, quand même. Puis c'est un truc assez... pas straight to the point, dans le sens qu'il est comme il est 70 minutes, là, c'est assez bref, là, 1h10 comme documentaire, mais ouais, vraiment, ce genre de truc qui fait se questionner, qui est intéressant à discuter, là, fait que c'est 2 thèmes internationaux, là, si je parle de Je ne haïrai point ou Dahomey, mais qui ont deux univers propres à eux dans leur façon. Fait que, puis je pense aussi Je ne haïrai point, c'est à peu près 1h30, fait que peut-être qu'il faut faire un programme double, puis c'est pas si long que ça finalement, comparé à bien d'autres films puis d'autres gladiateurs qu'on aura dans les prochaines semaines. C'est tout pour là. Il y a peut-être d'autres, comme on parlait d'entrée de jeu, c'est le dernier week-end avant l'Halloween, la semaine de l'Halloween. Ça se peut que votre cinéma offre certains produits, je sais qu'il y a quelques films canadiens d'horreur là, qui sortent ces temps-ci. C'est rien contre, jusqu'à maintenant. Il ne faut pas que l'épisode dure toujours 1h30 où on n'a pas eu l'occasion ni le temps de les écouter. La semaine prochaine, tranquillement, novembre, on arrive en novembre et tranquillement, là, c'est le dernier droit
avant, pas comment dire, c'est pas le dernier droit avant les Oscars, mais c'est le dernier droit avant l'éligibilité aux Oscars. Fait que ça fait qu'il y a plusieurs films comme ça, comme on parlait de September 5 ou 5th là, d'entrée de jeu, que c'est comme, ça sort le 29 limité, ça c'est New York, LA, puis là le 13 décembre partout. Il y a plein de films qui commencent à faire cette affaire-là. J'ai pas mentionné comme Anora, le gagnant de la Palme d'Or, que tu as vu d'ailleurs quand tu étais au TIFF aussi, qui avait été présenté. Sort à Montréal, je pense, cette semaine, mais pour le reste du Québec, ça va être comme 8 ou 15 novembre. Fait que quand j'aurai l'occasion de le voir et que peut-être que la sortie sera plus large, on pourra en rediscuter. Mais d'entrée de jeu, si vous avez accès à aller le voir, là, c'est une Palme d'Or, ça vaut toujours la peine. Et c'est une bonne Palme d'Or, parce que des fois, il y en a que ça peut être très controversé, c'est ça, mais j'avoue qu'il est très accessible. Parfait. Comme film. Mais bref, il va y avoir plein de petites perles et de petits bijoux qu'on va essayer de vous présenter au courant des prochaines semaines. Mais il va y avoir toujours un petit décalage, par exemple, par rapport aux sorties. C'est ça, des fois américaines et autres, et des fois ou montréalaises. Puis aussi, à un moment donné, on essaie d'éviter de se retrouver à présenter 9 films, un balado, puis ça dure plus long qu'aller voir n'importe quel de ces films-là. Puis pendant que j'y pense, as-tu des nouvelles pour le Clint Eastwood, s'il va ouvrir au Québec, ou t'as-tu ça passé? J'ai pas enquêté beaucoup, là, jury numéro 2, jury number 2, mais il semblerait que même Warner ont l'air très... on a une coupe de cinéma puis plateforme. Moi, j'ai vu c'est une cinquantaine d'écrans. C'est ça, fait. Puis je pense que j'avais vu annoncer, Toronto, mais j'ai pas vu annoncer Montréal. Fait que, moi, j'ai pas l'impression qu'il va sortir au cinéma, mais j'ai pas de confirmation là-dessus. Mais puis justement, ça serait que c'était le 1er novembre. Fait que le fait qu'il est comme pas confirmé nulle part, puis que c'est dans... nous, on enregistre le vendredi, puis le booking se fait les lundis. Là, fait que déjà, c'est de mauvais augure pour ceux qui voulaient le voir sur grand écran. C'est dommage. Je dis c'est dommage, mais peut-être aussi parce que s'ils croient pas, je sais pas si c'est le timing ou que c'est un peu toute la question qui se passe à Hollywood. J'ai vu ça passer cette semaine, puis comme tout le monde se demande la question pourquoi. En tout cas, à suivre, sûrement qu'il va avoir... Parce qu'on n'aura aucune information. Je pense que c'est sorti, c'est qu'à l'origine, il devait être pour les plateformes. On a comme changé en cours de route. Je pense c'est un film de Warner, fait qu'avec le nouveau régime, je pense qu'on a voulu finalement ménager la chèvre et le chou avec leurs artistes. En proposant peut-être à Eastwood, on va sortir un peu, mais on ne poussera pas tant que ça. Là. Fait que bref... à suivre. À découvrir. On essaiera d'avoir une mise à jour là-dessus la semaine prochaine. Mais dans les films qu'on peut garantir qu'on va discuter, c'est Here de Robert Zemeckis. Ici, l'adaptation de la bande dessinée qui est comme un plan fixe sur un lieu et qu'on voit évoluer pendant... de la préhistoire jusque dans pendant des milliers d'années et qui met... c'est de Robert Zemeckis et qui met en vedette Tom Hanks et Robin Wright. Donc réunion de l'équipe Forrest Gump. On y reviendra, mais je me souviens plus, elle fait qui Robin Wright? A fait-tu Penny ou Jenny? Ou, dans Forrest Gump? C'est Jenny. Elle fait Jenny, ok. J'avais comme oublié ça. J'avais oublié qu'il y avait une Jenny, mais j'avais oublié c'était qui l'incarnait. Donc visuellement, ça a l'air encore une prouesse technologique, comme Robert Zemeckis aime jouer. Il y a du de-aging puis du aging, il y a les deux. Puis du réel, dans le fond. Et évidemment, tout cet univers-là doit être construit en numérique, là, parce que dans le fond, on est toujours du moins de point de vue. Fait que je suis bien curieux, ça risque d'être un ovni assez intéressant, inspiré d'une bande dessinée aussi d'ailleurs. Ça, le 1er novembre, donc on en discute la semaine prochaine. D'ici là, contactez-nous par courriel balado@commercialmonciné.ca ou sur les médias sociaux. Suivez-nous, abonnez-vous s'il vous plaît, likez, partagez. Cherchez Magazine Mon Ciné sur Facebook et sur Instagram et procurez-vous gratuitement le Magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis si jamais un symbiote extraterrestre veut se lier avec vous, assurez-vous de ne pas mourir avec lui comme autre. Ça pourrait vous éviter bien des problèmes.